Aucun crime ne bouleverse autant l'opinion publique que l'assassinat d'enfants. C'est bien compréhensible parce que les enfants sont particulièrement candides face aux inconnus et sans défense face aux adultes mal intentionnés. La police cantonale argovienne tente depuis un certain temps d'élucider 2 cas de meurtre d'enfants. Il n'est pas exclu que les 2 enfants aient été victimes d'un seul et même meurtrier. L'auteur correspond à la description suivante, entre 40 et 50 ans, taille entre 1,75 m et 1,80 m, corpulence mince, cheveux foncés, coiffés en arrière. L'homme portait une veste à revers en daim marron. L'homme possède probablement un véhicule dans lequel il a transporté le garçonnet. C'est la pire chose qui puisse arriver à des parents. Tout homicide est un crime grave, mais quand il s'agit d'enfants, c'est une autre dimension. Au fil des mois et des années, d'autres enfants disparaissent. La particularité de cette série de meurtres réside dans le fait qu'on a cherché un coupable pendant 10 ans alors qu'on aurait pu le démasquer dès le début. C'est un homme dangereux et imprévisible. Il a étranglé les enfants de ses mains. Un autre enfant, une fillette de 9 ans, est portée disparue à Eggendorf, dans le canton de Soleure. Un enfant a disparu sans laisser de traces. Le corps a été retrouvé aujourd'hui, non loin de la maison familiale. En fait, elle était timide. Oui, elle était timide. C'était une fille merveilleuse. C'était notre fille aînée. On a de merveilleux souvenirs de Fabienne. C'était une fille joyeuse, toujours de bonne humeur. Je me demande souvent ce qu'elle serait devenue. Aurait-elle un mari, une famille? Quel métier exercerait-elle? Elle a eu une sorte de pressentiment, mais sans savoir ce qui allait se passer. Sur ce dessin, on voit comme un siège de juge et ici une tête de mort. Je pense qu'avant de mourir, chaque être humain a une sorte de prémonition qui lui dit que la fin est proche. Oui, c'est moi le coupable. Mais je ne dirai jamais rien du déroulement des faits. C'était trop horrible. Je représente une énigme insoluble, y compris pour moi-même. C'était un samedi comme les autres, en 1989. Je cueillais du sureau. Il faisait beau. Il faisait beau. 2 semaines avant, Fabienne était revenue de vacances. Elle les avait passées en Valais, chez son parrain. À son retour, elle se réjouissait d'aller à la kermesse annuelle. J'ai dit qu'on irait le lendemain, le dimanche. Mais elle a dit qu'elle voulait y aller tout de suite, parce qu'il y avait toutes ces belles lumières et qu'elle aimait bien ça. Alors on a décidé d'y aller tous ensemble. C'était la dernière fois.
Je m'appelle Victor Daman et je suis chroniqueur judiciaire au Blick depuis 1980. Au départ, on ne parlait pas de l'affaire Ferrari, mais d'une série de disparitions d'enfants dont certains n'ont même jamais été retrouvés. On savait que des enfants avaient été tués auparavant, mais on n'imaginait évidemment pas que c'était le même meurtrier qui avait récidivé 4 ou 5 fois. Quand ces meurtres d'enfants ont eu lieu, j'étais une enfant, moi aussi. Quand je traversais le village et que je passais devant la COP ou devant le poste de police, il y avait des affichettes avec les photos des enfants disparus tirées des albums de famille, des visages d'enfants souriants. Moi, j'avais 8-9 ans et je regardais les visages de ces filles et de ces garçons qui avaient mon âge et je n'arrivais pas à comprendre comment ils avaient pu disparaître de la surface de la Terre. Le 12 mai 1980, Ruth S. disparaît en rentrant chez elle à Vurenloos à vélo. Elle n'est jamais arrivée à la maison. Le plus tragique, c'est que c'est son père qui l'a retrouvée morte dans les bois. J'étais en train de jouer au tennis quand on m'a appelé pour me dire qu'on avait trouvé une fillette à Vurenloos, dans la forêt. Cette partie de la forêt était très sombre et sur le sol, sur un tapis de feuilles, gisait une fillette morte, partiellement dévêtue. À mon arrivée sur les lieux, j'ai été confronté à une scène particulièrement troublante et désagréable. Il nous est apparu que le meurtrier avait probablement abusé de la fillette. On a retrouvé un poil pubien sur le corps de la fillette, au niveau de ses fesses. À l'époque, on n'a pas fait d'analyse ADN de ce poil pubien, en partie pour des raisons techniques, mais aussi parce que l'existence de ce poil a été oubliée. À cette époque, l'ADN n'était pas une preuve incontestable. Il y avait bien un indice, un poil. Mais à cette époque, on ne pouvait pas encore déterminer l'identité d'un coupable à partir de l'ADN. La deuxième chose intéressante était que la fillette avait une marque de morsure très visible au sein gauche. On a constaté une morsure sur le corps de la victime. Il y avait une marque de morsure au mamelon, que l'autopsie a ensuite confirmée et qui a été photographiée. Ça a été le premier cas de cette série de meurtres commis dans les années 80. Ça explique pourquoi les investigations policières et judiciaires ont été menées par le canton d'Argovie. Après ce premier cas, celui de Ruth S., personne n'imaginait qu'on aurait affaire à une série. Malheureusement, la suite des événements nous a détrompés. Le 20 mars 1982, une autre fillette a été enlevée. Rebecca B., 8 ans, n'est jamais arrivée à l'école à Getnau. Par la suite, on a retrouvé son corps dans le canton de Berne, à Niederbipp. L'affaire n'est toujours pas résolue à ce jour. Le 14 avril 1983, Loredana M., 6 ans, est partie pour Spreitenbach pour acheter de la paille pour son cochon d'Inde. Une voisine l'a aperçue à l'arrêt de bus, et puis elle a disparu sans laisser de traces. Ses parents, des Italiens, m'avaient invité à dîner chez eux. Au dessert, le père m'a demandé si je pensais que Loredana était encore en vie. Je n'ai évidemment pas pu lui dire que je pensais qu'elle était morte, que j'en étais persuadé. Je lui ai dit qu'il ne fallait jamais perdre espoir. Des mois plus tard, on a retrouvé son squelette dans la forêt à Rumlang. La commission spéciale Rebecca
d'après le prénom d'une des jeunes filles décédées, a été mise en place au moment où on a constaté que l'auteur des crimes opérait dans plusieurs cantons, voire même dans plusieurs cantons pour un seul et même cas. Celui de Loredana M, notamment. Elle a été enlevée en Argovie, mais son corps a été découvert à Zurich. On a alors réalisé qu'il était impératif de collaborer. C'est pour cette raison qu'on a créé cette commission spéciale. Les membres de cette commission se réunissaient régulièrement pour partager les résultats des enquêtes menées dans les cantons sur ces différents cas. Pendant la période où partout en Suisse on cherchait désespérément le coupable sans savoir qui il était, celui-ci a vécu comme un fantôme. Il a travaillé ici et là, il a aussi beaucoup déménagé. Il savait qu'il risquait d'être suspecté dans telle ou telle affaire, parce qu'il avait déjà commis un délit similaire. D'ailleurs, dans ses lettres, il raconte qu'il avait peur d'être soupçonné. Mais apparemment, cette crainte était sans objet parce que la police ne l'a pas suspecté d'emblée. J'avais toujours l'impression d'être suivi par la police, et j'ai cru pendant des années qu'elle me surveillait. J'avais tout le temps peur qu'on me découvre les faits malheureux de 1971, et j'ai commencé à boire de plus en plus d'alcool. Les méthodes d'enquête de la police dans les années 1980 étaient nettement plus limitées que celles dont on dispose aujourd'hui. À cette époque, l'ADN, qui est aujourd'hui un moyen de preuve crucial pour tous les délits graves, n'était pas encore connu en Suisse. C'est en partie pour cette raison que certains crimes n'ont pas pu être résolus à cette époque, alors qu'aujourd'hui, ils le seraient. Le 27 octobre 1983, Benny E, dit Badjo Cheza, 10 ans, est enlevé et tué. Ses parents étaient des gens du voyage, des gitans. On l'avait envoyé chercher des ciseaux et des couteaux chez les gens pour que son père puisse les aiguiser. Mais il n'est jamais rentré à la maison. On était complètement désemparés. On n'arrivait pas à concevoir qu'il y avait encore un nouveau cas. On espérait que ces crimes allaient s'arrêter, mais ils ont continué pendant des années. C'était très difficile à vivre, même pour les journalistes. Le 12 mai 1984, Peter R., 7 ans, disparaît lui aussi sur le chemin de l'école. Jusqu'à ce jour, on n'a retrouvé aucune trace de lui. J'ai remarqué que tous les enfants avaient le même âge et qu'ils disparaissaient souvent le samedi. Quand le samedi arrivait, on n'était pas tranquille. Surtout quand on recevait un avis de disparition d'enfants un samedi. Là, tous les signaux d'alerte viraient au rouge. Certains des crimes étaient liés à des fêtes foraines. Des fêtes foraines, des fêtes de village, des fêtes scouts. C'est quand même étonnant que dans des endroits où il y a autant de monde, quelqu'un parvienne à enlever un enfant. Ces crimes nous indiquent aussi que l'auteur avait préalablement élaboré une stratégie pour approcher un enfant. Ensuite, il l'appliquait pour passer à l'acte. Le cas suivant nous vient de Suisse. Je passe la parole à Konrad Töns.
La police du canton d'Argovie est chargée d'une affaire qui fait grand bruit en Suisse. Il s'agit du meurtre de Daniel S., un écolier de Niederglatt, âgé de 7 ans. Le 7 septembre 1985, le garçon s'est rendu avec ses parents à la fête du village de Rumlang, dans le canton de Zurich, où Daniel a subitement disparu. Tu sais où se trouve le Carnotzer à raclette, n'est-ce pas? On t'attend là-bas. D'accord? Salut! On suppose qu'il a été enlevé par un inconnu. 3 jours plus tard, le 10 septembre 1985, son corps a été retrouvé dans un champ de maïs près de Riniken, non loin de Bruck, dans le canton d'Argovie. Après avoir récolté environ 3 mètres carrés de maïs, j'ai découvert le garçon. Il était couché en position latérale, comme s'il était endormi. Étendu là, recroquevillé. La plupart des enfants ont été étranglés ou tués avec un objet. C'est évidemment affreux d'imaginer la souffrance et la terreur de ces enfants. C'est inconcevable. Certains actes représentent une menace fondamentale, soit parce qu'ils concernent des enfants, soit parce qu'ils sont commis au hasard à un endroit donné où tout d'un coup des personnes sont tuées. Il est évident que de tels actes ébranlent profondément le sentiment de sécurité des gens, particulièrement lorsque des enfants sont concernés. Leurs répercussions vont bien au-delà des actes. La peur se répand et les parents se demandent s'ils peuvent encore laisser leur enfant sortir seul dans la rue. Tant qu'un criminel de cette sorte reste en liberté et que l'affaire n'est pas résolue, ça érode le sentiment de sécurité de la population. On assiste à un processus similaire dans le cas de délits terroristes. Ils terrorisent la société à tel point que de nombreuses personnes ont peur en permanence. On avait peur parce que des enfants disparaissaient régulièrement. Petite, on m'a appris à crier très fort et à m'enfuir si un inconnu m'adressait la parole. Les parents étaient très inquiets. Ils craignaient de laisser sortir leurs enfants parce qu'ils pensaient qu'il pourrait leur arriver quelque chose. Les parents étaient très attentifs à ce que leurs enfants ne soient jamais seuls, mais toujours sous la surveillance d'un adulte. Quand j'étais pris par cette inquiétude, par ce délire de persécution, je me réfugiais dans mon enfance, où je trouvais un peu de réconfort et de calme. Le bonheur tranquille d'une famille, des images tournées lors d'une fête villageoise, un mois avant la disparition de Sarah au berceau. C'est probablement l'un des cas d'enlèvement les plus célèbres de Suisse. Elle avait 5 ans. Elle faisait des tours sur son petit vélo dans la cour de l'école de Saxon, qui se trouvait juste en face de chez elle. On n'a retrouvé que son vélo. Des moyens énormes sont mis en œuvre pour la retrouver, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Ça a commencé de manière très modeste, parce que personne n'imaginait, même les parents non plus, imaginaient que la petite Sarah avait disparu. Donc, ils pensaient qu'elle était chez de la famille ou des amis. Enfin, il y a eu une recherche comme ça au niveau familial, mais c'est surtout le lendemain que les recherches importantes ont commencé. Donc, le soir même, il y a eu des recherches relativement limitées. Et le lendemain, les recherches ont été faites de façon beaucoup plus organisée, plus systématique.
S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver Sarah. Cet appel est diffusé à plus de 200 000 exemplaires dans le monde. Une campagne jamais vue à l'échelle européenne. On a ameuté presque le monde entier. On a remué ciel et terre, si on peut dire, pour essayer de retrouver Sarah. L'affaire fait les gros titres dans toute l'Europe. Il s'agit de l'écolière Sarah Oberson. Il y a eu évidemment beaucoup de peur parce que personne ne s'attendait dans un petit village valaisan qu'une petite disparaisse. C'était une commune d'environ 2000 habitants et rien d'extraordinaire se déroulait. Jusqu'à ce jour, elle n'a pas été retrouvée et on n'a aucune idée de ce qui a pu lui arriver. Sarah partout, Sarah nulle part, les pistes relevées jusqu'ici, grâce à cette immense campagne, n'ont rien donné. C'est un monstre. Un tueur d'enfants, c'est un monstre. Mais c'est un monstre qui fait partie de notre humanité. Et l'humanité doit se préserver contre des monstres. Et les monstres, il faut les mettre en prison et les soigner. Mais il ne faut plus les laisser sortir afin qu'ils ne sévissent plus auprès d'autres enfants, d'autres jeunes. On éprouve le besoin de se distancier nettement de celui qu'on qualifie de malade, d'animal ou de monstre, et de l'exclure du cercle de la normalité. On considère qu'il est totalement différent de nous et on le désigne par des qualificatifs qui le catégorisent comme tel. Pour ma part, j'essaie toujours de comprendre. Ces qualificatifs ne nous font pas avancer. Il faut regarder la situation très attentivement et chercher à savoir qui est cette personne, quelles sont ses raisons et ses motivations. Le 3 mai 1986, Edith T. n'est jamais arrivée à l'école de Wolfikon. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent à nous et qui nous montrent qu'on n'est pas seul. Elles compatissent et partagent notre douleur. On savait que la police américaine était plus expérimentée dans ce type d'enquête. On a alors essayé de bénéficier de son expérience. On a fait venir des experts en Suisse, des profileurs américains qui ont tenté d'établir le profil de l'auteur sur la base des photos des scènes de crime qu'on leur soumettait. Leur aide nous a été précieuse parce que les collègues américains et leurs méthodes ont en fait confirmé ce qu'on supposait déjà et qu'on avait obtenu avec des moyens plus simples. Les Américains nous ont surtout appris à améliorer notre lecture des scènes de crime, des photos et des circonstances des blessures, ainsi qu'à mener des interrogatoires ciblés de témoins lors des enlèvements. Ils nous ont apporté de nouvelles connaissances, mais qui n'ont toutefois pas permis de faire avancer les enquêtes de façon déterminante. Quelques jours plus tard, un journal demandait avec inquiétude qui serait la prochaine victime. Le 17 octobre 87, Christian W., 10 ans, disparaît lors d'une fête organisée par les cadets de Windisch. De nouveau une place de fête, de nouveau un samedi. Dans la commune de Windisch, à quelques kilomètres de Riniken, où le corps de Daniel S. a été retrouvé, une troupe de jeunes cadets fête ses 50 ans d'existence. Christian W., 10 ans, est l'un des 100 membres de cette troupe de cadets. Cet après-midi-là, il est venu tout seul en train de Döttingen à Windisch. À partir de 18h, les festivités se déplacent vers la salle polyvalente décorée pour l'occasion. Là, les membres de la troupe de cadets mangent ensemble, accompagnés de leurs parents et de connaissances pour certains.
Vers 19h, l'écolier quitte la salle des fêtes du village sans que personne s'en aperçoive. Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite. Alors que la fête bat son plein dans la salle du village, quelqu'un remarque sur la route de campagne entre Rüffenach et Rhiniken quelque chose qui a certainement une grande importance dans le contexte de la disparition de Christian. Un cyclomotoriste qui a des problèmes avec son vélomoteur voit à la lumière de son phare un homme cheminant avec un enfant d'environ 10 ans, probablement Christian avec son meurtrier. Le lendemain, un groupe de cavaliers trouve son corps dans une forêt. Il a aussi été étranglé et son corps a été retrouvé tout près de l'endroit où celui de Daniel S. avait été retrouvé. C'est au plus tard à ce moment-là qu'on a su qu'on avait probablement affaire à un seul et même auteur. Il m'est inconcevable de penser à ce qui s'est passé ces dernières années. Je devais être fou, possédé. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer tout ça. Aucun crime ne bouleverse autant l'opinion publique que l'assassinat d'enfants. La police cantonale argovienne tente depuis un certain temps d'élucider 2 cas de meurtre d'enfants qui présentent des similitudes frappantes. Il n'est pas exclu que les 2 enfants aient été victimes du même agresseur. La condition pour participer à cette émission, c'était que toutes les autres méthodes d'enquête aient été épuisées. Quand une enquête piétinait, on pouvait s'adresser à la télévision. Comme je le disais, après le 2e meurtre, la police argovienne en charge de l'enquête a constaté une série de similitudes. Pour le commandant Urs Vincenried, qui se trouve aux côtés de Konrad Töns, ces similitudes constituent un facteur important. Tout à fait. Ces similitudes qui nous interrogent semblent indiquer avec une certaine probabilité qu'une seule et même personne serait l'auteur des 2 meurtres. On espérait recevoir les premiers appels significatifs durant l'émission. La police était prête à faire des vérifications dans le cas où on recevrait une information prometteuse. On espérait obtenir des informations significatives pendant le temps d'antenne. C'était un moment très fort. L'enlèvement de Daniel en septembre 1985 à Rumlang a été observé par plusieurs témoins. L'auteur correspond à la description suivante, entre 40 et 50 ans, taille entre 1,75 m et 1,80 m, corpulence mince, cheveux foncés, coiffés en arrière. L'homme portait une veste à revers en daim marron. Les manches et le devant de la veste sont en laine. Dans les 2 cas, l'auteur a laissé sur le lieu du crime les objets avec lesquels il avait préalablement étranglé ses victimes. Dans le cas de Daniel S., l'auteur a utilisé ce cordon de rideau doré à houppe d'une longueur d'1 mètre environ. Dans le cas de Christian W., il a utilisé cette ceinture en pilou marron qui faisait probablement partie d'un peignoir, d'une robe de chambre, en tout cas d'une tenue d'intérieur. Notre question est la suivante. Qui peut donner des informations concernant la disparition de ces 2 objets? On a montré ces objets. On avait évidemment déjà essayé de trouver la provenance de ce cordon de rideau et de cette ceinture de peignoir. Mais là aussi, c'était comme tenter de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Il y a tellement de modèles de cordons de rideau. On espérait que quelqu'un nous appelle en nous disant qu'une personne de sa connaissance possédait ce type de cordon de rideau et que l'un des 2 avait disparu, ou un peignoir dont la ceinture avait disparu. Évidemment, les chances de succès étaient infimes, mais on a essayé. On a enquêté pour chaque appel qui nous a semblé pertinent. Il n'y a pas eu d'émission sans qu'on ait reçu des indications sur lesquelles on a ensuite enquêté. La particularité de cette série de meurtres réside dans le fait qu'on a cherché un coupable pendant 10 ans, alors qu'on aurait pu le démasquer dès le début. Parce que ce criminel avait déjà tué en 1971. Il avait enlevé un garçon lors d'une fête villageoise et l'avait tué d'une manière similaire à celle des enfants qui ont suivi. Et personne n'a fait le lien, si ce n'est la mère de cette première victime.
Elle s'était adressée tôt à la police en disant qu'il pouvait s'agir du même auteur, mais son appel est resté longtemps sans écho. La collaboration intercantonale dans les années 1980 a très bien fonctionné, compte tenu des possibilités qui étaient les nôtres à l'époque. On échangeait régulièrement des informations, mais comparé à aujourd'hui, ces échanges d'informations étaient très laborieux. On ne disposait pas de moyens de communication aussi efficaces que les ordinateurs, notamment. Il fallait téléphoner, se réunir. Il n'existait pas de base de données nationale qu'on pouvait consulter. Pourtant, dans la mesure de nos possibilités, cette collaboration a bien fonctionné. À l'époque, la protection des données n'existait pas encore. On pouvait donc échanger nettement plus d'informations entre nous qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, les informations s'échangeaient de façon informelle. Les policiers se connaissaient entre eux et se parlaient. Mais personne ne mettait quoi que ce soit par écrit. Je ne saurais dire si c'est parce que les affaires concernaient plusieurs cantons que Werner Ferrari a pu rester si longtemps en liberté. Ferrari a un casier judiciaire. Au début des années 1970, il a été condamné à 12 ans de prison pour le meurtre d'un jeune garçon. Je m'appelle Peter Hasch. Je connais Werner Ferrari depuis l'enfance. J'ai fait sa connaissance quand j'avais 9 ou 10 ans parce qu'il venait souvent à la maison. Je me souviens qu'un jour, on était assis à table et que notre mère était très affectée. On ne savait pas ce qui se passait, jusqu'à ce que notre mère nous annonce brusquement que Werner était un meurtrier. Ça a été un véritable choc. On était complètement sonnés. Le silence s'est installé autour de la table. On était vraiment bouleversés par cette nouvelle. Je ne l'ai revu qu'une fois quand il était détenu à la prison d'Arlesheim. On lui a rendu visite. J'y suis allé avec mon père. Werner Ferrari était un de nos amis, un ami de la famille. Et ça nous a paru tout à fait normal d'aller lui rendre visite en prison. Quand il a été libéré en 1979, à l'origine, il avait pris 12 ans de prison, mais il a été libéré 3 ou 4 ans plus tôt. Donc, quand il a été libéré, on l'a su et on a pris contact avec lui. On l'a invité à venir manger des spaghettis, mais il n'est pas venu. En 1980, après la première affaire, le meurtre de Ruth S., dont on a entendu parler dans la presse, j'ai dit à ma femme, ils vont sûrement recommencer à surveiller Werner Ferrari. Je lui ai expliqué que ça se passait comme ça. Quand on a commis ce type de crime, on est la première personne à qui on demande son alibi. Comme la presse n'a rien publié, j'ai presque été rassuré. Je me suis dit que ce n'était pas lui. Chaque canton disposait de ses propres données, et si on voulait accéder aux données d'un autre canton, il fallait déposer une demande pour obtenir des renseignements. Ça ne facilitait vraiment pas le travail. Un homme qui a déjà commis un meurtre sur un garçon du même âge, on doit le surveiller. Comme du temps avait passé depuis les meurtres d'enfants, on a commencé à accorder davantage d'importance à ce qu'on appelait la liste noire.
Cette liste noire contenait les noms de criminels impliqués dans des délits sexuels graves, ainsi que des meurtres qui avaient été commis en Suisse. On a essayé de restreindre le nombre des auteurs potentiels, mais bien évidemment, figurer sur cette liste ne constituait pas un indice de culpabilité. De plus, cette liste était assez longue. Peut-être que le fait que Ferrari ait commis ses crimes presque partout en Suisse a été déterminant. Peut-être que les policiers se disaient « c'est les collègues qui s'en occupent » et que leurs collègues se disaient la même chose. Par contre, je ne comprends pas comment il est possible qu'on n'ait pas enquêté sur lui plus tôt. En 1987, la police est allée le trouver. Il vivait à Adelboden et travaillait aux sources d'eau minérale. Des policiers se sont rendus sur son lieu de travail, mais ils l'ont interrogé pour un autre délit, un délit financier. Sa pire crainte se concrétisait. Il faut dire qu'il vivait dans l'angoisse permanente d'être soupçonné par la police dans le cadre de ses meurtres d'enfants, puisqu'il en avait déjà assassiné un. Il leur a même dit qu'il avait l'impression qu'on le considérait toujours comme un suspect. Mais là non plus, il n'y a eu aucune suite. Comment se fait-il qu'on ait libéré Ferrari qui avait déjà tué un enfant dans les années 70 ? C'est un des aspects de l'affaire qui me reste en travers de la gorge. Comment est-il possible qu'on ait pu libérer un délinquant sexuel du calibre de Ferrari ? Qui peut affirmer qu'une personne ne va pas s'améliorer au cours de sa vie après avoir commis un seul délit ? De plus, Ferrari était encore relativement jeune à cette époque. Il est très rare qu'on dise d'emblée d'une personne qu'elle ne peut pas être réinsérée et qu'elle n'a plus sa place dans la société. Ça contrevient à notre conception de l'être humain. Et je partage cette conception. Aujourd'hui, on verrait les choses très différemment. On dirait que le problème et la raison pour laquelle cette personne est en prison, c'est qu'elle a commis un meurtre. On cherchera à savoir comment elle en est arrivée là, quels risques elle présente à l'avenir, à quoi il faut être attentif et où placer le radar. Aujourd'hui, on s'y prendrait très différemment. Dans le cas Ferrari, on n'avait pas encore développé cette sensibilité. On ne considérait pas la dangerosité comme on le fait actuellement, grâce à des méthodes très précises qui permettent d'évaluer la dangerosité d'un individu et de mettre en place des mesures spécifiques. À l'époque du cas Ferrari, la police ne disposait pas de ces moyens. Plus tard, lorsque la série de meurtres a commencé, son tuteur a été interrogé. C'est donc bien qu'il était apparu quelque part sur un radar. Mais son tuteur a été extrêmement élogieux à son égard, en disant qu'il avait très bien évolué, ce qui a pratiquement levé les éventuels soupçons qui pouvaient peser sur lui. On ne peut certainement pas imputer à la police le fait que cette série de meurtres d'enfants ait mis si longtemps à être élucidée. C'est plutôt à mettre sur le compte du coupable, qui a mis tant de temps à commettre une erreur décisive. Le chef de la police criminelle avait dit qu'il faudrait un nouveau meurtre pour peut-être arrêter le coupable. Visiblement, ils n'avaient pas de suspect. Ils ne disposaient pas des indices dont ils avaient besoin ou ils ne les voyaient pas. Ces indices étaient probablement à leur portée, mais ils ne les ont pas exploités. Je suis d'avis qu'il n'y avait pas besoin d'un nouveau meurtre. Il aurait pu être évité si la police avait mieux collaboré et réagi différemment face à certains indices. Pour les parents et les proches de Fabienne, c'est extrêmement violent. J'imagine que ça ne doit pas être facile de se dire ni de gérer le fait que cet enfant serait encore en vie si l'enquête avait été réalisée différemment ou peut-être mieux menée. Pendant ces 9 années, on a vraiment fait tout ce qui était humainement possible pour chaque cas.
dans chaque canton. Et malgré ça, on n'a pas réussi à trouver le coupable. Ça a peut-être entraîné un certain sentiment d'impuissance. On n'arrivait simplement pas à faire aboutir cette enquête. C'était lourd à porter, et c'est peut-être une des raisons qui a motivé ces déclarations dans le journal. Ce samedi-là, on est allé à l'église tous ensemble, et après on est allé à la foire, et on a mangé quelque chose. On est allé aux autotamponneuses. On se tenait d'un côté de la piste et Fabienne a demandé à aller de l'autre côté avec Eliane. On lui a dit « oui, allez-y ». Son objectif était de repérer le moment où un enfant s'éloignait du périmètre de la kermesse sans surveillance. Alors il le suivait. Il était à l'affût, comme un chasseur. Puis il a remonté la rue du village, avec Fabienne et une autre fille, en direction de la Haïgasse. Puis il a demandé à l'autre fille de rester dans une rue adjacente en lui disant de l'attendre là, qu'il allait revenir. Ensuite, il est passé devant notre maison avec Fabienne et ils ont continué sur le Lindenweg. Là, derrière, il l'a tué, il l'a assassiné et il l'a violé. Les pleurs de Fabienne m'ont rappelé mon crime d'il y a 18 ans et j'ai perdu mon sang-froid. Apparemment, Fabienne s'en est rendue compte parce qu'elle s'est mise à pleurer encore plus fort. La deuxième fillette qu'il avait laissée dans la rue adjacente était restée là. Et au bout d'un moment, elle s'est mise à pleurer. Deux jeunes couples qui passaient lui ont demandé ce qu'elle avait. Elle leur a dit qu'un homme lui avait dit d'attendre ici. Alors ces gens lui ont demandé où elle habitait. Ensuite, ils ont accompagné la fillette chez elle, ici, à Hegendorf. C'était, je dirais, 9h30, 10h moins le quart. D'après les estimations, Fabienne a été tuée entre 10h moins 5 et 10h. Alors que je me relevais, la fille s'est mise à crier très fort et je lui ai mis la main sur la bouche. Comme ça ne servait à rien, la haine m'a submergé et j'ai comprimé son cou jusqu'à ce qu'elle meure. À ce moment-là, quelqu'un est arrivé par hasard, ou quelque chose s'est passé par hasard, ou quelque chose a mal tourné. Tout à coup, je suis sous le coup de la rage ou de quelque chose d'approchant et l'enfant est mort. On est face à quelque chose de très fragmenté, lié au hasard et qui se développe sur le moment. Ce n'est absolument pas plausible. En revanche, indépendamment des actes qu'il a commis, il est nettement plus plausible qu'il ait passé beaucoup de temps à élaborer des scénarios. Ce fonctionnement lui est familier, que ce soit par colère ou de façon très banale pour éliminer des témoins. Quel que soit le motif, pour lui, c'est une option évidente, implicite. Dans ce scénario, où il contrôle, manipule, où il a un contrôle absolu sur l'enfant, ce contrôle absolu se prolonge presque sans transition par le meurtre de l'enfant. Un bon copain m'a dit « Viens, on va aller voir ». On a pris le Lindenweg. À cette époque, il n'y avait aucune maison dans cette zone. En août, la nuit, il fait humide, l'herbe est mouillée. Au bout du Lindenweg, on a vu deux traces qui partaient dans le champ. Deux personnes étaient passées par là. On a avancé un bout dans le champ, puis on s'est dit « Bon, ça ne sert à rien,
on fait demi-tour et on est rentré. Si on avait continué à suivre ces traces 5 ou 7 minutes de plus, on aurait trouvé Fabienne nous-mêmes. C'était difficile. Je me souviens que c'était difficile. Difficile de ne pas savoir exactement, mais on ne pouvait pas savoir. Oui, c'était rude. Le dimanche après-midi, vers 1h30, le président de commune est venu nous annoncer que Fabienne avait été retrouvée et qu'elle était morte. Dans le cas du meurtre de Fabienne, un témoin oculaire a pu décrire le coupable. Le témoignage de la fillette a permis de réaliser un portrait, ce qui a permis de recueillir des informations au sein de la population. La police est alors allée frapper à sa porte. Mais comme il n'était pas chez lui, les policiers sont repartis. Puis il s'est produit quelque chose qui a surpris tout le monde rétrospectivement. C'est la police cantonale ? Je m'appelle Werner Ferrari. Une voisine vient de m'apprendre que la police était venue chez moi. Je suis de nouveau chez moi, dans mon appartement. Mais je vous le dis d'emblée, c'est inutile de venir me trouver pour cette affaire à Eggendorf. Je n'ai absolument rien à voir avec ça. Il s'est trahi. Il était certainement dans le viseur, mais personne n'avait suivi son dossier. Avec cet appel, il a attiré l'attention sur lui. Ça a été un grand moment, un grand soulagement pour la population de savoir qu'on avait arrêté ce tueur d'enfants. Quand la police cantonale soleroise a été en mesure d'arrêter le coupable, ça a été un immense soulagement pour l'ensemble des forces de police en Suisse. Pour moi aussi, bien sûr, parce que le canton d'Argovie avait été fortement concerné par ces meurtres d'enfants. Et quand, les semaines suivantes, mes collègues enquêteurs de Soleure ont obtenu des aveux, les uns après les autres, le soulagement a été encore plus grand, ainsi que la conviction qu'on avait arrêté la bonne personne. En se penchant sur ces meurtres, rétrospectivement, on constate qu'ils ont tous été commis selon un même schéma. Werner Ferrari se trouvait bien sur une liste noire, la police a frappé à sa porte, mais comme il n'était pas chez lui, on l'a tracé de la liste ou on l'a oublié. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, la série de meurtres serait moins longue. Je pense aussi qu'on aurait peut-être pu éviter le dernier meurtre. Heureusement que le dernier cas a vraiment été le dernier. Bien sûr, c'est incontestable. C'était un cas de trop. En tant que policier, on s'est demandé dans quelle mesure on aurait pu l'éviter et s'il fallait qu'un autre enfant meure. Oui, on s'est posé cette question. On s'attendait à ce que ce procès se déroule sans heurts, vite fait, bien fait. Mais l'accusé ne voit pas les choses comme ça. Werner Ferrari, qui est jugé à Wettingen dans le canton d'Argovie pour les meurtres présumés de 5 enfants, est revenu sur ses aveux sur lesquels reposait le procès.